Merci beaucoup, Fadilou. Tout d'abord, mes remerciements les plus appuyés au LASPAD et à M. Ayton et à vous-même aussi pour l'invitation qui m'a été faite pour venir parler de cette question des opinions publiques africaines et du multilatéralisme. Pour tous mes encouragements aussi, à vous aussi, votre laboratoire et à vous tous, doctorants et autres chercheurs ici dans ce laboratoire qui cherchent à mettre les questions multilatérales au cœur de l'opinion. Comme c'est le sujet actuel de l'opinion publique. Je pense que votre travail est assez intéressant pour être encouragé parce que d'habitude, les questions multilatérales ou bien les questions internationales n'intéressent pas souvent nos opinions publiques africaines. Et il est bon que un laboratoire comme le vôtre s'y met avec vraiment la pédagogie qui s'y est aussi la science qui va avec pour nous expliquer davantage ces questions multilatérales, que ces questions nous concernent nos Africains, pas seulement que des questions nationales, mais les questions multilatérales aussi doivent être au cœur de nos discussions, au cœur de nos opinions, pour être discutées et être vraiment travaillées, pour enfin que ceux qui décident sachent que il y a une opinion qui est là, qui s'intéresse à ces questions-là, et votre travail est vraiment à féliciter dans ce sens. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation à discuter de cette question-là, qui avec, comme vous le dites, le thème, les opinions publiques africaines et le multilatéralisme. Je pense que c'est une question lancinante, comme vous l'avez dit, qui demande à être posée, qui demande à être discutée, parce que les questions multilatérales, de plus en plus, intéressent les opinions publiques africaines. De plus en plus, intéressent les médias. Pour les médias pour lesquels je travaille, Le Soleil, qui est le quotidien national, nous avons une grande tradition de discuter des questions internationales. Le Soleil a eu toujours une page ou bien un service dédié aux questions internationales. Bon, il y a eu un moment donné où ce service-là a été rattaché au service politique, mais depuis presque 1 an ou 2 ans, le service international est revenu avec un service dédié, avec une page ou bien des pages dédiées, avec des cahiers dédiés, et un service qui, comme les autres services, travaille tous les jours pour donner du contenu à l'actualité internationale, pas seulement reprendre les dépêches des agences de presse, parce que d'habitude c'est ce qui se faisait. Pour traiter les questions internationales ou bien les questions multilatérales, les médias africains en général ne faisaient que relayer ce qui se faisait à l'international avec la reprise des dépêches, que ce soit les dépêches de l'agence France Presse, les dépêches de Reuters ou de AP, ces grandes agences qui tous les jours donnent des dépêches sur l'information internationale, ou même les agences africaines comme APA ou bien la PANA. Maintenant, il faut, nous au Soleil, nous avons eu vraiment l'idée, pas l'idée même parce que ça c'est déjà, nous avons fait revenir cette tendance à faire en sorte que l'actualité internationale soit vraiment traitée et bien traitée. Moi, à mon niveau en tant que chef de service, j'essaie de m'y atteler autant que possible en donnant la parole aux gens qui cherchent, vous les doctorants, vous les chercheurs, et même les acteurs, que ce soit les ambassadeurs ou bien les militaires, comme vous l'avez dit, les diplomates et les militaires. Donc à ce niveau-là, nous essayons un peu de mettre la taille internationale au cœur des opinions africaines, parce qu'il est important que nous sachions que nous ne sommes pas seulement dans un monde mais nous sommes dans un monde interconnecté, nous sommes dans un monde mondialisé, comme le disait le grand chercheur en charge de l'information, j'oublie encore le nom, qui parlait d'un monde mondialisé, en fait d'un village planétaire, qui disait que le monde est un village planétaire. Nous, quand nous faisons nos cours de sciences de l'information, de la communication, nous avons été toujours tout en dernier. McLuhan, il s'appelle McLuhan, c'est un Canadien qui disait que le monde est un village planétaire, en disant que ce qui se passe à New York peut avoir des répercussions dans un village reculé en Afrique. Donc, ce qui fait que nous sommes dans un monde connecté. Donc, ce qui se passe à New York doit nous intéresser. Ce qui se passe à Londres doit nous intéresser à Dakar. Ce qui se passe à Dakar aussi doit intéresser ce qui se passe dans les autres parties du monde. Donc, cette conception du village planétaire de McLuhan revient toujours
que ce soit sur le traitement de l'information, que ce soit sur les questions internationales. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons fait un plan pour ce thème-là avec un plan de deux parties. D'abord une introduction et de deux parties. Une première partie sur les opinions africaines face au multilatéralisme régional et continental. J'appelle ça le multilatéralisme continental et régional parce qu'en Afrique, nous avons aussi des institutions multilatérales, que ce soit au plan continental, que ce soit au plan régional. Au plan continental, l'institution la plus connue, c'est l'Union africaine. Et au plan régional, les institutions sont assez connues, que ce soit la CEDEAO, ce qu'on appelle les communautés économiques régionales, que ce soit la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Union du Maghreb arabe ou en Afrique du Nord, que ce soit le CEMAC ou la CEMAC du moins, ou bien la CAC en Afrique centrale, que ce soit la SADC en Afrique australe. Donc, il faut voir comment les opinions africaines réagissent par rapport à ces institutions-là, que ce soit au continental ou régional. Aussi, la deuxième partie, comment les opinions africaines réagissent par rapport au multilatéralisme global, que ce soit international. Donc, quand on parle de multilatéralisme global, l'institution qui revient le plus, c'est l'Organisation des Nations Unies, parce que c'est l'organisation multilatérale la plus connue, la plus célèbre et la plus importante au plan international. Donc, nous allons voir comment les Africains voient l'opinion des Unions africaines, du moins, voit ces multilatéralismes-là au plan global. Et aussi, une deuxième partie que j'appelle, moi, vers un nouvel environnement diplomatique africain. Comment nous, en Afrique, nous devons voir comment les opinions africaines, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec l'émergence de cette distribution de ce bouleversement même que les réseaux sociaux ont amené, avec une population jeune aussi en Afrique, comment ces opinions-là peuvent être assez critiques, assez connectées, et ces opinions-là demandent peut-être un nouveau regard sur ce multilatéralisme-là. Comment ces opinions-là vous regardent ça et peut-être quelles sont les pistes de réflexion à mettre en place pour que nous ayons ce que j'appelle ce nouveau environnement diplomatique africain. Et enfin, la conclusion. Donc, pour commencer en introduction, je pense que nous allons faire un peu comme les universitaires tous le font, faire une clarification conceptuelle. D'abord, c'est quoi l'opinion publique ou bien c'est quoi les opinions publiques? Je pense que ce concept d'opinion publique est à la fois étudié par la science politique, par la sociologie, surtout nous dans notre domaine par les sciences de l'information et de la communication. Je pense que nous, dans nos cours de sciences de l'information et de la communication, nous avons beaucoup travaillé sur les opinions publiques, nous avons beaucoup étudié les opinions publiques à travers des techniques de sondage que nous avons eu à faire, à travers des cours sur la sociologie de l'opinion publique. Et dans cette discipline, il y a des auteurs, dans la discipline de la science des sciences de l'information et de la communication, il y a des auteurs très connus comme Dominique Wolton, qui est assez connu, qui est aussi professeur au CNRS français, qui est aussi, je pense, directeur de la revue Hermès, qui parle beaucoup, qui a beaucoup écrit, et qui a beaucoup parlé de ce concept d'opinion publique. Parce qu'à travers beaucoup de ses ouvrages, comme Penser à la communication, Sauver la communication, Dominique Wolton a écrit sur l'opinion publique, a défini un peu ce que c'est que l'opinion publique, a parlé un peu des répercussions de cette opinion publique-là par rapport aux médias, surtout aux médias classiques. Je pense que ces écrits ont sont beaucoup focalisés sur les médias classiques parce que auparavant, je pense que c'est vers les années 2000 que nous avons eu une émergence ou bien l'éruption des réseaux sociaux qui ont un peu bouleversé les sciences de l'information de l'application. Parce que c'était pas prévu, mais au départ, tous les médias classiques étaient entrés dans le champ d'étude de ces sciences de l'information de la communication. Mais maintenant que l'éruption des réseaux sociaux là est là, je pense que ces réseaux sociaux là ont aussi fait l'objet d'études sur le plan de l'opinion publique, de la formation de l'opinion publique. Parce que je pense que ces opinions, du moins ces réseaux sociaux là, sont aussi très importants dans la formation de l'opinion publique maintenant. Parce que ils sont devenus ces réseaux sociaux-là, ces médias dits nouveaux, dits sociaux, sont aujourd'hui les principales sources d'information de la population ou même de l'opinion. Parce qu'auparavant, c'était les médias classiques, c'était les grandes chaînes d'information qui relayaient de manière continue les informations sur
à ce qui se passe à l'international. Mais maintenant, ce paradigme-là a changé et les réseaux sociaux sont devenus, à côté de ces médias classiques-là, les principales, je veux dire même la principale source d'information aujourd'hui. Ce qui fait que cette opinion-là, l'opinion publique-là, se forme aujourd'hui entre deux camps à travers les médias dits classiques et aussi à travers les médias sociaux. Donc, pour parler un peu de la définition donnée par Dominique Bolton sur l'opinion publique, Dominique Bolton a décrit l'opinion publique comme le socle de la démocratie. Parce que, selon lui, l'opinion publique est vraiment au cœur de l'évolution de la démocratie. Parce que l'opinion publique est plus connue, plus pensée, plus réfléchie dans les démocraties. Bon, parce que si dans les pays où il y a pas de démocratie, souvent il n'y a pas d'opinion publique parce que Dominique Bolton dit que l'opinion publique est l'opinion qui est rendue publique. Donc, comment cette opinion-là est rendue publique? Elle est rendue publique via les médias, via les sondages qui sont très fréquents dans les grandes démocraties, via aussi, comme je l'ai dit, dans les réseaux sociaux. Donc, ce concept est apparu dans les centres de l'information et de la communication vers le XVIIIe siècle et comme je l'ai dit, elle a tour à tour comprise entre l'opinion du plus grand nombre. Parce que l'opinion publique aujourd'hui, dans les grandes démocraties, c'est souvent l'opinion du plus grand nombre. C'est aussi souvent l'opinion rendue du public ou bien l'opinion mesurée par les sondages. Parce que dans les grandes démocraties, avec les grands médias, là, il y a des sondages réguliers, fréquents, qui sont menés pour mesurer l'opinion sur une question. C'est pas seulement en période électorale que les sondages dans des pays, au Sénégal, les sondages sont un peu interdits dans les périodes électorales, mais il se trouve que vous pouvez commander un sondage sur une question donnée pour voir comment une population, ou bien comment la population perçoit une question, que ce soit une question nationale ou bien une question internationale. Et l'opinion publique est mesurée à travers ces sondages-là, à travers les médias-là aussi. Et dans les sondages, nous, dans nos cours de sondage, c'était tellement passionnant parce que les cours de sondage étaient les cours de sondage étaient un peu animés parce que moi, la question que je posais tout le temps au professeur, c'était en deuxième année, quand nous étions en deuxième année, c'est comment on mesurait les sondages. Est-ce que les sondages étaient exacts? Mais on disait que toujours, il y a une marge d'erreur dans les sondages, mais de manière assez scientifique, c'est souvent clair, parce que c'est un échantillonnage qui est mis en place. Et par rapport à cet échantillonnage-là, on cible soit une zone, soit une catégorie de population, soit par âge, soit par sexe, pour voir comment cette catégorie-là perçoit, ou bien ces catégories-là perçoivent une telle question, qu'elle soit nationale ou internationale. Et souvent, comme on le dit, il y a des marges d'erreur, que ce soit 1% ou 2%, mais de manière générale, les sondages sont assez corrects, sont assez scientifiques, quoi. Même si c'est aussi des sciences sociales, il y a des marges d'erreur à prendre en compte. Donc, comme définition, je l'ai dit, l'opinion publique est aujourd'hui l'opinion du plus grand nombre. C'est l'opinion qui est rendue publique ou c'est l'opinion qui est mesurée par les sondages réguliers. Pour venir à l'autre question, c'est le multilatéralisme. C'est quoi d'abord le multilatéralisme? Je pense que moi, pour chercher la définition de cette question, je suis allé voir ce que les Nations Unies, qui sont l'Organisation des Nations Unies, qui est la plus grande organisation internationale multilatérale, définit le multilatéralisme. Et les Nations Unies ont une définition assez claire. Et cette définition-là est quoi? Pour les Nations Unies, le multilatéralisme est par opposition au bilatéralisme ou bien à l'unilatéralisme. Le bilatéralisme, c'est quand c'est deux pays qui sont ensemble. L'unilatéralisme, c'est quand un seul pays se projette de lui-même sur le plan international. Et dans cette définition-là, il est dit qu'au sens strict, que le multilatéralisme définit une forme de coopération entre au moins trois États. Donc, pour qu'il y ait une multilatéralisme, il faut qu'il y ait au moins trois États qui se réunissent pour soit créer une organisation, soit créer un ensemble ou bien une structure qui va prendre en compte beaucoup de leurs questions. Donc, néanmoins, cette définition, comme je l'ai dit, des Nations Unies, elle est quantitative et ne suffit pas à rendre compte de la nature du multilatéralisme. Et dans cette définition aussi, les Nations Unies disent que
le multilatéralisme n'est pas seulement une pratique ou une question de nombre ou d'acteurs impliqués. Pour les Nations Unies, le multilatéralisme implique l'adhésion à un projet politique, que ce soit par exemple la CEDEAO, qui au départ était une organisation économique, mais maintenant qui est une organisation économique et politique, fondée sur le respect d'un système partagé de normes et de valeurs, et aussi de nombreuses valeurs. Et selon aussi les Nations Unies, le multilatéralisme repose sur des principes fondateurs tels que la consultation, l'inclusion et la solidarité. Donc, quand vous êtes membre d'une organisation multilatérale, selon les Nations Unies, le principe ou bien les principes fondateurs, c'est la consultation, c'est-à-dire que les décisions sont prises après consultation, les décisions sont prises après qu'il y ait des processus d'inclusion, que tout le monde soit impliqué, et surtout des principes de solidarité. Je pense que quand vous êtes ensemble dans une organisation multilatérale, le principe de solidarité n'est pas un vain mot, c'est un principe fondamental qui fait que vous êtes solidaire sur des décisions, vous êtes solidaire sur en face d'une question, les positions à prendre. Et selon les Nations Unies aussi, le fonctionnement du multilatéralisme est déterminé par des règles, que ce soit des chartes pour les Nations Unies, élaborées collectivement, qui assurent une coopération durable et efficace. Et ces règles-là garantissent notamment, ces règles, comme on le dit, garantissent notamment que les acteurs aient les mêmes règles. Donc, je disais que selon les Nations Unies, le multilatéralisme fonctionne à travers des règles élaborées, que ce soit à travers des chartes, à travers des traités. Et ces règles-là garantissent à tous les acteurs les mêmes droits. Je pense qu'aux Nations Unies, a priori, les États ont les mêmes droits, sauf ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, où il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Mais à l'Assemblée générale, je pense que tous les pays ont les mêmes droits et les mêmes obligations, et en s'appliquant de manière continue. Donc, selon les Nations Unies, le multilatéralisme est à la fois une méthode de coopération, une forme d'organisation du système international. Je pense que c'est ça un peu la définition donnée par les Nations Unies sur le multilatéralisme. Je pense que de deux côtés, nous avons fait une définition conceptuelle sur ce que c'est que les opinions publiques ou l'opinion publique de manière générale, et ensuite le multilatéralisme. Je pense qu'en guise d'introduction, c'était ça. Pour parler un peu maintenant du contexte. Dans quel contexte sommes-nous actuellement? Nous sommes aujourd'hui dans un contexte sur le plan international ou même africain aussi. Nous avons un retour de ce que j'appelle moi le nationalisme souverainisme dans des pays comme le Sénégal. Bon, dans le discours de nouvelles autorités sénégalaises, ces mots de souverainisme reviennent de plus en plus. Donc, dans le contexte dans lequel nous sommes dans un contexte où nous avons un retour du souverainisme nationalisme, c'est-à-dire au retour de l'État-nation, comme il est théorisé dans les études de sciences politiques et de relations internationales. Vous avez aussi ce retour du souverainisme avec la création des entités qui sont des entités multilatérales, comme la Confédération des États de l'AES, que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger, qui sont à côté. Donc, vous voyez, dans ces pays-là, il y a un retour de ces concepts de nationalisme, il y a un retour de ces concepts de souverainisme. Et aussi, dans le contexte dans lequel nous sommes dans un contexte où il y a une crise du multilatéralisme à tous les plans. Et une crise qui est un peu une crise structurelle et ce que ça s'appelle une crise existentielle, parce que c'est une crise qui peut menacer même l'existence de ces organisations multilatérales. Plus près de chez nous, je pense que la CEDEAO est l'exemple le plus éloquent et le plus patent. Sans qu'il y a une crise au sein de la CEDEAO. Cette crise a amené à ce que ces trois pays-là, du Burkina, du Mali et du Niger, ont pu quitter. Et cette crise du multilatéralisme aussi frappe les Nations Unies, qui sont à la plus grande organisation internationale. Aujourd'hui, la voix des Nations Unies n'est plus audible sur beaucoup de questions liées au droit international, liées à des conflits comme le conflit israélo-palestinien, où la voix des Nations Unies n'est plus ce qu'elle était auparavant. Donc, ce contexte est assez important à souligner et à réaffirmer que nous sommes en face d'une montée du nationalisme, nous sommes en face d'une crise du multilatéralisme, et aussi nous sommes aussi, sur le plan international, en face d'une montée en puissance des pays du Global South, ces pays des cibles-là, que ce soit la Chine,
avec qui sont aussi des ensembles multilatéraux, les BRICS. Vous avez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui sont aujourd'hui, qui montent en puissance et qui veulent s'imposer sur la géoéconomie et la géopolitique mondiale. Donc, c'est un contexte assez frappant à mettre en avant par rapport à ce sujet-là des opinions africaines et du multilatéralisme. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, pour mesurer une opinion, je pense que le baromètre qui est le plus utilisé, ou bien l'un des baromètres les plus utilisés, c'est le sondage. Et j'ai pris un sondage qui a été réalisé l'année dernière par une institution très connue qui est Afrobaromètre et très sérieux dans ce qu'il fait, sur un peu la perception des Africains sur les questions multilatérales, la perception des Africains sur les institutions africaines. Et je pense que si le graphique, je sais pas si le graphique est très clair. Et cette étude-là, ce sondage-là montre des résultats qui m'ont un peu surpris parce que dans certains pays, vous voyez que il y a des taux de positif. En fait, le sondage est positif par rapport à cette question-là, de la perception des Africains sur l'influence de l'Union africaine. Vous voyez dans des pays comme le Libéria, en fait, le sondage a été réalisé en 2024-2025 sur 30 pays africains. Et dans certains pays où il y a des taux, où 119% qui sont positifs, la perception du monde est positive par rapport à l'Union africaine. Vous voyez le Libéria, la Mauritanie qui est à côté, 109%. Et bon, la Mauritanie, ça se comprend. Ma lecture est que dans les années passées, le président mauritanien a été le président de l'Union africaine. Et il a occupé, Mohamed Ghazouani a occupé le poste tournant de président de l'Union africaine. Et je pense que quand il a occupé ce poste-là, il a essayé un peu de s'en servir pour se projeter à l'international. Et cela, je pense, a eu des répercussions sur l'opinion mauritanienne sur ces questions multilatérales, sur les questions du monde continental, du multilatéralisme continental. Et vous voyez des taux de perception de 69% en Mauritanie. Je voyais donc l'action publique, elle est importante sur la perception des opinions africaines sur les questions multilatérales. Si vous avez un président ou bien un gouvernement qui met ces questions-là au cœur de son agenda, ça peut avoir des répercussions sur l'opinion publique en général du pays. Je pense que la Mauritanie en est un exemple. Mohamed Ghazouani avait bien pris à bras le corps sa présidence et a un peu essayé de voyager un peu en Afrique pour bien jouer son rôle de président de l'Union africaine. Et c'était beaucoup impliqué sur beaucoup de crises, sur beaucoup de questions africaines quand il était président président tournant du monde, président c'est la présidente tournante de l'Union africaine. Vous avez des pays comme la Gambie à côté, parce que bon, la Gambie a beaucoup bénéficié de l'Union africaine. La Gambie a beaucoup bénéficié des actions de la CEDEAO, que ce soit dans la démocratisation de ce pays-là, dans le retour de la démocratie. Je pense que si n'eût été la CEDEAO, la Gambie n'allait pas connaître peut-être ce changement de régime que nous avons eu en 2016 ou 2017, parce qu'il a fallu qu'une force de la CEDEAO se déploie dans ce pays-là, et cette force est toujours là-bas pour que l'ancien président Yahya Jammeh puisse daigner quitter le pouvoir face à cette pression-là. Je pense que par rapport à ça, donc, s'il y a des actions directes ou indirectes de ces organisations continentales ou régionales dans des pays, et la perception peut changer. L'opinion de ces pays-là, ou bien l'opinion publique dans ces pays-là, par rapport à ces questions multilatérales, ou bien par rapport à ces organisations multilatérales, peut changer. Un autre exemple dans ce sondage-là, c'est le Mali. Au Mali, où si nous avons dans la moyenne de ce sondage-là sur l'influence de l'Union africaine dans des pays, si la moyenne est de 55% sur les 30 pays, au Mali, le taux est à 42%. Donc, ça veut dire que les Maliens ne sont pas trop enclins n'ont pas une perception positive
de manière globale, en fait, majoritairement sur la question sur l'Union africaine. Parce que même si au Mali, l'Union africaine a eu à intervenir en 2000, je pense qu'au début de la crise, en 2010, après, l'Union africaine a eu à sanctionner le Mali par rapport aux coups d'État qui ont eu à se voir dans ce pays-là. Et ces sanctions-là, de même que les sanctions de la CEDEAO, ont donné une perception négative de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine vis-à-vis des populations maliennes. Aujourd'hui, la junte au pouvoir au Mali ou bien dans les pays de l'AES a fait de cette question-là, vous allez dire, un catalyseur de la haine, même pas de la haine, mais de la perception négative que les populations maliennes, les populations des pays de l'AES ont eu de ces organisations qui sont là que pour sanctionner à des pays qui, à leurs yeux, ont dévié par rapport au principe que ces organisations-là ont défini. Donc, si vous voyez bien, dans des pays comme le Mali, la perception n'est pas identique que le Libéria ou bien en Mauritanie ou bien en Gambie ou même en Côte d'Ivoire. Dans ces pays-là, la perception est plus élevée que dans des pays comme le Mali ou bien la Guinée et autres. Donc, par rapport à cette conception, par rapport à ces influences-là, aux influences de l'Union africaine sur les opinions africaines, ce sondage-là, qui est assez édifiant, montre que dans certains pays, c'est positif à un certain niveau à 70%, mais dans d'autres pays, c'est positif à 42%, ou bien c'est négatif même à 34%. Donc, ça veut dire qu'il y a des tendances réfractaires par rapport à ces organisations multilatérales, qu'on soit dans un pays ou d'autre. Donc, l'opinion africaine, si nous voyons bien ces sondages-là, ou bien les opinions africaines ne sont pas unanimes, ne sont pas similaires par rapport à leur perception sur ces questions multilatérales, en fait, sur ces questions multilatérales, ou bien par rapport à ces organisations multilatérales-là. Je pense que ça, c'est assez édifiant que l'opinion change d'un pays à un autre. Donc, comme je l'ai dit, ces résultats montrent la perception des Africains sur les institutions que sont gendarmes l'Union africaine avec des reconnaissances des intérêts nationaux. Si vos intérêts nationaux ne sont pas conformes avec ce que dit l'Union africaine, les opinions dans ce pays-là ont tendance à se rebeller, ont tendance à se montrer moins conciliants ou bien moins perceptifs du moins par rapport à l'Union africaine. Donc, par rapport à ce sondage-là, plus de la moitié des Africains, 55%, considèrent que l'influence économique de l'Union africaine est positive, notamment dans la grande majorité en Gambie, qui a connu, comme je l'ai dit, des soubresauts politiques où des institutions comme la CEDEAO et l'Union africaine ont eu à intervenir, en Côte d'Ivoire de même, ou par rapport à la crise de 2010, ou même de la crise, la première crise, l'Union africaine a eu à être présente. Que ce soit en Mauritanie, comme je l'ai dit, avec les actions du président Ghazouani lors de son passage à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, aussi au Libéria, qui a connu des difficultés, et le Libéria aussi assez illustratif parce que dans ce pays-là, c'est dans ce pays-là que la force de la CEDEAO, les Comores, a eu à faire ses premiers pas et a eu à aider ce pays-là, que ce soit le Libéria, que ce soit même la Sierra Leone, à un peu sortir de cette vague de conflits-là, avec les conflits, des conflits du Diamant-du-Sang, et dans ces zones-là, qui ont miné cette zone-là du Libéria et de la Sierra Leone. Et par rapport à ce sondage-là, vous voyez que seuls 14% considèrent, sur la moyenne des 30 pays, que l'influence de l'Union africaine est négative, avec des critiques beaucoup plus fréquentes au Mali, comme je l'ai souligné tout à l'heure, 34%, au Congo-Brazzaville, 30%, et aussi en Guinée, 30%. Donc ces pays ont une opinion publique plus différente de l'opinion des pays comme le Mali, le Libéria ou la Côte d'Ivoire, où les actions de l'Union africaine ont eu à être visibles dans ces pays-là. Donc, pour aussi revenir sur le multilatéralisme, les opinions publiques africaines passent à ce multilatéralisme continental et régional, il y a seulement 14% qui l'aperçoivent négativement et qui indiquant un soutien modéré mais stable. Et si nous faisons une comparaison de ces chiffres-là sur les opinions de l'Union africaine qui sont à 57%
57% positifs, 57% ou 57% positifs, ces opinions-là sont comparables à celles que les Africains ont sur des puissances comme la Chine. Si vous voyez bien, les opinions africaines sont très réceptives par rapport à des puissances étrangères comme la Chine, à 60%, même plus que des opinions sur l'Union africaine, et aussi à 53% sur les États-Unis. Donc la Chine, par rapport aux États-Unis, est plus bien perçue, et l'immigration est plus bien perçue que les États-Unis par rapport à l'opinion africaine. Et cela suggère quoi? Que les Africains valorisent le multilatéralisme continental comme un contrepoids aux influences extérieures. Je pense que c'est assez édifiant. Il faudrait que notre multilatéralisme soit assez fort, assez dynamique pour que ça puisse contrebalancer les influences de ces puissances sur notre quotidien. Si vous voyez que la Chine a 60% de taux de positif sur les opinions africaines, ça veut dire que quelque chose, que l'action des Chinois est souvent beaucoup plus perçue que l'action de ces, comment ça s'appelle, des institutions multilatérales et continentales. Je pense que c'est assez édifiant et assez qui a à regarder. Pour un peu maintenant venir sur le multilatéralisme continental et régional, les institutions régionales. Je pense que je montre un deuxième graphique où par rapport aux organisations régionales, 55%, il y a un taux de positif de 55% de perception par rapport aux organisations régionales que sont les comités économiques régionales. Donc, si nous voyons bien, la majorité des Africains interrogés dans ce sondage estiment que les besoins et les intérêts de leur pays sont suffisamment pris par l'Union africaine à 57% et de leur communauté économique régionale, que ce soit la CEDEAO, que ce soit, comme je l'ai indiqué, la SADC, que ce soit l'IGAD en Afrique de l'Est ou bien l'Union du Maghreb arabe. Donc, à vrai dire, les opinions africaines ne sont pas trop réfractaires ou bien trop contre ces organisations régionales ou bien continentales, avec un taux, même si c'est très faible, 57%, pas la majorité, juste la majorité, mais au moins, ces opinions africaines-là, si les intérêts de leur pays sont suffisamment pris en compte, ne sont pas contre ces organisations multilatérales. Par exemple, je l'ai dit, le Libéria où la CEDEAO a beaucoup aidé, la Gambie où la CEDEAO a beaucoup aidé. La perception que ces pays-là ont de ces organisations-là est plus élevée que, par exemple, au Mali où la CEDEAO est mal perçue, bien l'Union africaine est mal perçue. Donc, vous avez peut-être une ambivalence par rapport au regard des opinions africaines sur les organisations multilatérales et régionales. Donc, pour venir sur la deuxième partie, les opinions africaines par rapport au multilatéralisme global, avec d'abord les Nations Unies. Et ce que j'appelle aussi ce deuxième point, vers un nouvel environnement diplomatique africain. Donc, sur ce sondage-là, je reviens toujours sur ce sondage-là, 7 Africains sur 10 soutiennent l'idée que les pays africains doivent avoir une plus grande influence dans la prise de décision des organismes internationaux tels que les Nations Unies. Donc, c'est vrai que les opinions africaines gopent les Nations Unies. C'est vrai que les opinions africaines sont d'accord avec les Nations Unies, mais les opinions africaines aussi sont aussi demandeurs de solutions ou bien demandeurs de plus d'équité, de plus de changements, de plus d'influence des Africains dans ces questions multilatérales-là. Est-ce que les Africains ont une influence sur les organisations internationales comme l'ONU? Et je pense que ça, c'est une demande forte qui est relayée par les opinions publiques africaines à travers les sondages, à travers des forats, à travers de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous analysez bien les messages sur les réseaux sociaux actuellement, surtout sur les Nations Unies, ce qui est demandé, c'est que plus de place pour l'Afrique, plus de place dans la gouvernance mondiale pour l'Afrique. Et ça vient en écho avec ce qui se dit même en haut, parce que aujourd'hui, les discours des grands dirigeants africains, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations Unies, que ce soit dans les grandes rencontres, que ce soit au G20, que ce soit au FMI, que ce soit partout, ce qui est dit, c'est que les Africains ou bien l'Afrique doit avoir plus de poids, plus de présence dans ces organisations internationales. Et le président Wade avait cette formule-là que
nous Africains, nous devons plus être au menu dans ces dans ces tables-là. Nous devons être autour de la table, pas au menu. Et ce plaidoyer du président Wade a donné, j'allais dire, des ouvertures pour que les Africains soient invités maintenant dans des grandes rencontres comme le G7, le G20 ou des autres rencontres internationales. Je pense que c'est un plaidoyer très important qui date de 20 ans et maintenant qui est aujourd'hui repris. Je pense que le président Macky Sall, quand il a été président de l'Union africaine, il a tout le temps plaidé pour plus de présence, plus d'équité dans la gouvernance mondiale, plus de présence africaine, plus d'équité pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Et ce plaidoyer-là trouve écho aujourd'hui dans les opinions publiques africaines. Dans les opinions publiques africaines, comme je l'ai dit, 7 sur 10 sont pour plus d'influence de l'Afrique dans ces grandes organisations-là, que ce soit les Nations Unies, que ce soit même, pourquoi pas, un siège permanent au Conseil de sécurité. Je pense que au Conseil de sécurité, ça a été une bataille qui est menée depuis des années. Et je pense que cette bataille-là, aujourd'hui, trouve un écho favorable au niveau des opinions africaines, parce que les Africains veulent plus de présence, veulent plus de poids, veulent plus que les décisions qui sont prises pour eux qu'ils soient associés à ces décisions-là. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre une question comme les opérations de maintien de la paix qui sont décidées par le Conseil de sécurité, sur les 11 opérations actuelles, je crois, de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde, les 6 ou les 5 se trouvent en Afrique. Donc, si sur la moitié de ces opérations de maintien de la paix là se trouvent en Afrique et que les Africains ne sont pas là où se décident ces opérations de maintien de la paix là, ça pose problème. Parce que, comme disait l'autre, ce qui se fait sans moi, ce qui se fait pour moi sans moi, est fait contre moi. Je pense que à ce niveau-là, les opinions publiques africaines sont demandeurs de plus d'influence et à juste raison que leur voix soit plus entendue, que leur voix soit plus écoutée dans ces instances-là. Donc, comme je l'ai dit, il est donc à noter un désir d'une plus grande influence africaine sur les décisions de ces organismes internationaux comme l'Organisation des Nations Unies. Le sentiment est particulièrement fort en Tunisie, avec 57% sur le sondage, et au Sénégal aussi. Parce que ça veut dire pourquoi? Que cette question au Sénégal, elle est au cœur de discussion. Cette question de réforme des Nations Unies, de réforme de la gouvernance mondiale, elle est au cœur maintenant de l'opinion publique sénégalaise. Pourquoi? Parce que, à mon avis, les autorités, ou bien ceux qui étaient à la tête du Sénégal, ou partout, ont fait ce plaidoyer, que ce soit le président Wade, que ce soit le président Macky Sall et aujourd'hui le président Diomaye Faye. Je pense que son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies parlait de cette inéquité dans la gouvernance mondiale, et cela trouve un écho aujourd'hui dans les opinions publiques africaines. Parce que c'est très important à souligner. Et ce résultat aussi montre une érosion modérée de la confiance des Africains dans ces institutions globales. Et les Africains restent globalement engagés dans le multilatéralisme, regardant et voyant les Nations Unies comme un outil pour l'équité mondiale. Mais il faut que, comme je l'ai dit, que ces organismes-là soient gouvernés de telle manière que le poids des Africains ou la voix des Africains soit beaucoup plus audible et beaucoup plus présente. Ok, comme je l'ai dit, les différents appels lancés par les États africains à une réforme pour plus d'équité dans la gouvernance mondiale a eu un écho dans les opinions publiques africaines, et aussi avec des résultats comme l'adhésion de l'Afrique au G20, renforçant l'appel à une réforme multilatérale. Je pense que pour la deuxième partie, quand je parlais de ce nouveau, ce que j'appelle ce nouveau environnement africain, diplomatique africain, c'est quoi? C'est que nous voyons une montée en puissance des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Turquie, et nous voyons aussi que en Afrique, il y a une diversification des partenariats. Dans beaucoup de pays, par exemple le Sénégal, le partenariat n'est plus unilatéral ou bien exclusif avec un tel pays, comme il se disait auparavant avec la France. Maintenant, le Sénégal, comme d'autres pays africains aussi, et même comme la majorité des pays africains, ils ont diversifié le partenariat comme réponse à ce multilatéralisme-là jugé inégal. Je pense que donc, ce que je dis, c'est que la pression politique de l'influence économique de la Chine, des États-Unis d'Amérique,
de l'Union européenne et des anciennes puissances coloniales qui est en train de baisser et de l'Inde et de la Russie montre également que l'emporte également sur les perceptions négatives, même si une grande partie des Africains ne prennent pas position sur ces questions-là. Pour conclure, je pense que c'est assez long, pour dire que les opinions publiques africaines ne rejettent pas le multilatéralisme, mais peut-être plus un modèle plus juste, plus inclusif, plus centré sur les besoins du continent. Et il y a un autre aspect, je pense que je l'ai mis dans la conclusion, peut-être que je devais le mettre dans la deuxième partie, c'est la jeunesse. Nous sommes dans un continent jeune, démographiquement jeune. Et c'est quoi qui parle de jeunesse, parle de nouvelles technologies, parle de réseaux sociaux. Et ces jeunes générations-là sont plus connectées. Et ces jeunes générations-là sont plus critiques par rapport aux dépendances nord-sud. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une émergence d'une opinion panafricaine sur les réseaux sociaux autour de la justice mondiale et autour du rôle de l'Afrique. C'est quoi? C'est que les jeunes, comme je l'ai dit à l'entame, que les jeunes qui sont aujourd'hui la majorité dans beaucoup de pays africains s'informent via les réseaux sociaux et via ces réseaux sociaux-là développent une certaine opinion et cette opinion-là c'est quoi? C'est une opinion panafricaine et ces réseaux sociaux-là sont un peu dangereux dans une certaine mesure parce que ça permet un peu de véhiculer, c'est comme il est dit aujourd'hui, les fake news, la mésinformation ou la désinformation. Parce que la désinformation venant de ces organisations multilatérales-là passe souvent par ce canal-là des réseaux sociaux. Et les jeunes s'informent par rapport à ces réseaux, du moins, s'informent via ce canal des réseaux sociaux-là. Donc, nous avons aussi, comme je l'ai dit, une population assez jeune. Donc, il faut faire très attention par rapport aux opinions de ces jeunes-là, par rapport à ces jeunes-là qui sont très connectés et qui sont aussi, qui critiquent par rapport à ces dépendances nord-sud. Je pense que c'est un aspect à prendre en compte par rapport aux opinions africaines face au multilatéralisme et il faut vraiment, à mon avis, y veiller. Et comme je l'ai dit, il y a une importance de ces opinions-là pour façonner l'avenir du multilatéralisme en Afrique, en recommandant aussi des réformes pour accroître la présence de l'Afrique et renforcer la légitimité de ces institutions. Je pense que si, aux Nations Unies, nous aurons peut-être à l'avenir plus de présence, plus de poids des Africains, plus de poids de l'Afrique dans des questions qui sont discutées, ça peut façonner les opinions africaines par rapport à leur regard sur le multilatéralisme. Mais si, d'avenir, au fil du temps, cette question-là n'est pas réglée, je pense que la perception négative que les opinions africaines ont des questions multilatérales, ont du multilatéralisme, peuvent s'accentuer. Et ça, à mon avis, sera au détriment du multilatéralisme. Et c'est peut-être à l'avantage de cette montée du nationalisme, souverainisme qui est en train de prendre beaucoup d'espace. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que je reste ouvert au débat et aux questions.